Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances, mais surtout en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé et ce en toute primeur. Merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 163e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement votre ce qui fait ou notre ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Mes chers amis et chers fidèles, tout d'abord, je tiens à vous informer que votre chaîne Bled Magharibia prochainement sera absente durant les prochains jours, donc, mais en comptant revenir à nouveau vers vous aux environs de la mi-novembre avec de nouveaux aspects de conformation. Et un tout grand merci pour votre compréhension et ainsi donc votre CQFD continuera comme habituellement, le CQFD de votre Bled Magharibia qui se consacre aujourd'hui à cette question du pourquoi cette Algérie décidément défend mordicus les frontières coloniales. Oui, toujours critique au sujet de la colonisation et de son héritage. L'Algérie défend pourtant avec détermination les frontières tracées par les colonisateurs. En tout cas, c'est ce que pense un éminent historien du nom de Bernard Lugan. Et c'est à partir de sa pensée, de son texte, son écrit, il vous est décrit ici un peu cette pensée de ces frontières décidément que souhaite garder cette Algérie absolument par les tracés de leurs colonisateurs, pour ne pas dire de leurs parrains. Une telle contradiction s'explique parce qu'elle est cette Algérie est la grande bénéficiaire de ce charcutage, si on peut l'appeler ainsi. Un charcutage frontalier, puisque pour la créer, oui, pour créer ce pays qui a été créé, disons, récemment, la France amputa, oui, amputa territorialement les pays voisins, et plus particulièrement le Maroc sur sa frontière orientale. Une politique qui se fit en 4 principales étapes. 1. La première amputation date des débuts de la présence française en Algérie, quand, après la bataille d'Isly, afin de mettre un terme au conflit franco-marocain, furent signés le traité de Tanger le 16 septembre 1844, suivi le 18 mars 1845 du traité de Lalla Mrnia. Et ce traité de Lalla Mrnia fixa la frontière algéro-marocaine d'une manière à ce point imprécise que des parties entières du territoire marocain, oui, des parties entières de ce territoire marocain, furent de facto rattachées à cette Algérie, soudainement, alors que sous autorité française, cette Algérie, notamment Tindouf, oui, Tindouf,
alors que l'administration marocaine s'y était pourtant toujours exercée dans cette partie du territoire. Une autre partie, la vallée du Dra et Tindouf, dépendait en effet du califat du Tafilelt, dont les caïds étaient nommés par Dahir de Sultan, comme l'attestent les archives marocaines. Effectivement, occupé en 1934, Tindouf fut englobé dans la zone militaire dépendant du commandement français du Maroc, avant d'être placé sous l'autorité du gouverneur général de l'Algérie. En 1956, au moment de l'indépendance du Maroc, Tindouf était administrativement rattaché à la région marocaine d'Agadir, comme d'ailleurs le fort Trinket, l'actuel Bir Ghraim en Mauritanie. En juillet 1962, lors de l'indépendance de cette Algérie, la France laissa l'ALN, cette armée de libération nationale algérienne, s'installer à Tindouf. Et c'est ainsi que cette ville marocaine est devenue subitement, purement et simplement algérienne. La seconde amputation territoriale du Maroc date de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, quand les troupes françaises progressèrent vers le Grand Sud, à savoir la Souara, le Gourara, le Touat et le Tidikelt. En 1884, dans le Touat, Bouamama, oui, Bouamama, un des chefs de la tribu des Ouled Sidi Chir, laquelle avait fait allégeance au sultan du Maroc, demanda la protection de ce dernier, protection de ce sultan du Maroc, sultan marocain. Puis, en 1886, 2 ans après, les tribus du Tidikelt se placèrent à leur tour sous la protection marocaine. Le 5 août 1890, au terme d'une convention secrète, la France et la Grande-Bretagne, deux puissances, se mirent d'accord pour délimiter leur sphère d'influence en Afrique. En échange de la reconnaissance du protectorat britannique sur les îles de Zanzibar et du Pemba dans l'océan Indien, Paris se vit reconnaître à contre-cœur par Londres la possibilité d'occuper le Sahara, centre occidental marocain, afin de posséder un passage vers le sud, vers le Niger et le lac Tchad, en vue d'établir une continuité territoriale entre l'Algérie toute nouvelle créée et la région sahélienne. La France avait en effet, à l'époque, un grand projet qui était une voie de chemin de fer transaérien dans le tracé étudié par la mission Flatters, devait traverser le Touat, le Gourara et passer par Irgli dans la vallée de la Saoura. Or, ces régions étaient marocaines. Oui, ces régions étaient marocaines. Et au terme de l'accord Londres, autoriser la France à les occuper, c'est-à-dire à les rattacher à l'Algérie, alors que ces territoires appartenaient purement et simplement à un territoire marocain. Et Paris attendit une dizaine d'années avant de procéder à une occupation effective, parce que dans le grand jeu des alliances qui commençait à redéfinir les rapports de force en Europe,
la diplomatie française était engagée dans une rude tâche. Sortie totalement isolée du conflit de 1870, la France, patiemment, était en passe de renverser la situation, faisant de l'Allemagne, diplomatiquement toute puissante à l'époque du chancelier Bismarck, un pays emprisonné dans le faisceau croisé de l'alliance franco-russe et bientôt de l'entente cordiale. Il importait donc de ne pas froisser les susceptibilités anglaises, et c'est en grande partie pourquoi Théophile Delcassé avait cédé à Fachoda au mois de mars 1899. L'occupation des oasis du Touet furent néanmoins finalement décidées. Le prétexte en fut trouvé le 28 décembre 1899, quand une mission topographique française, dirigée par le géologue flamand, fut attaquée. L'escorte, commandée par le capitaine Payne, repoussa les assaillants, puis, s'étant lancée à leur poursuite, elle s'empara d'Ain Salah le 29 décembre de la même année. Donc le gouvernement français ordonna alors l'occupation des oasis du Tidikelt, du Gorara et de Touet, donc toujours en territoire marocain. Mais ensuite, un compromis fut ensuite conclu avec le Maroc. Ce furent les accords que l'on appelait les accords des confins du mois de mai 1902, qui prévoyaient une sorte de co-souveraineté franco-marocaine sur la région. Puis les événements se précipitèrent. Oui, en 1902, toujours dans cette année-là, par un traité secret, la France, cette fois-ci, et l'Italie s'engagèrent à se partager le littoral sud de la Méditerranée. À l'Italie, ce que l'on appelle la Tripolitaine et le Faisan, c'est-à-dire la Libye, et à la France, le territoire marocain, le Maroc. Et au mois d'octobre 1903, Béchar, en territoire marocain, fut occupé. Et cette position stratégique permettait de contrôler le Haut-Guir, les oasis du Touet et les pistes du Soudan. Ce sera plus tard Colombe-Béchar. Et aujourd'hui, de nouveau, Béchar, région marocaine, sans discussion, est rattachée également à l'Algérie par la colonisation française. Quant à l'accord franco-britannique du 8 avril 1904, il reconnut à la France le droit d'intervenir au Maroc en échange de la reconnaissance par Paris des droits de Londres sur l'Égypte, en quelque sorte un échange de bons procédés entre les deux grandes puissances de l'époque. La troisième amputation du Maroc se produit le 27 juin 1900, quand une convention fut signée délimitant les possessions françaises qui allaient constituer la Mauritanie et le futur Sahara espagnol, le Sahara occidental marocain. La quatrième amputation se produisit quand, ayant décidé de lui accorder l'indépendance, la France fixa arbitrairement, oui, vous avez bien entendu, la France fixa arbitrairement les frontières sahariennes au profit de l'Algérie,
puisque la France comptait y rester, mais comme à l'époque, bien avant, en amont de cette indépendance, elle avait fixé ses frontières au profit de l'Algérie, qui reçut ainsi en héritage la plus grande partie du Sahara actuel, sur lequel elle n'avait par définition jamais, mais jamais exercé la moindre souveraineté. Voilà pourquoi cette Algérie défend mordicus, quel que soit, obstinément, les frontières léguées par son parrain français, ou autrement dit, par sa colonisation. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt, avec grand plaisir, au travers de votre Ce qui fait débat, ou ce qui fait tout simplement discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Mais à titre de simple petit rappel, et tel que cela vous a été signifié auparavant en introduction de cette séquence, chers amis et chers adeptes, votre bled Magharibia sera absent momentanément durant les prochains jours, tout en comptant revenir à nouveau vers vous aux environs de la mi-novembre, afin de vous relater, vous expliquer de nouveaux aspects de conformation. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, et surtout pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, réciproquement, d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant, de faire abonner vos connaissances, les gens que vous connaissez autour de vous et partout où vous êtes, afin d'y être informés le plus rapidement, et surtout en partageant au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.